Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire de présentation pour le concours 2026 de La France s'engage. Merci d'être là. Euh, voilà, je suis en compagnie de quelques collègues qui vont soit présenter avec moi le webinaire, soit participer à répondre aux questions qui seront posées dans le chat. Donc moi je me présente, je suis Tristan Charlier, je suis en charge de l'organisation du concours, ça tombe bien, vous me direz, et du suivi de l'impact des lauréats à la Fondation. Et je suis avec Grace. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Grace Loudou. Je travaille avec Tristan au pôle sélection du concours en tant que chargée de mission concours. Et je laisse la parole à nos autres collègues. Je serai montée. Donc, bonjour, je suis Christine Roux, et je suis en charge du pôle engagement des entreprises. Et donc, je suis bien impliquée aussi dans le concours et dans les jurys surtout, donc avec Christine. Bonjour à tous. Et bonjour à tous, je suis Valérie Amand, je suis la responsable de la communication et de la valorisation des lauréats pour La France s'engage. Alors, je vous dis un petit mot du programme du coup de la matinée. Je vais vous présenter rapidement la Fondation, La France s'engage. Ensuite, Grace prendra le relais pour vous présenter un petit peu le concours 2026 et le dossier de candidature pas à pas. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous présenter dans le chat et à poser vos questions dans le chat parce qu'on va essayer de garder un temps assez conséquent pour répondre à toutes vos questions. Le webinaire est enregistré, on le mettra en ligne et du coup, vous pourrez, si vous souhaitez le revisionner ou le transmettre à d'autres structures. Et lorsque je répondrai aux questions dans le chat, je m'attacherai à lire les questions pour que ça puisse être intelligible dans le cas de la visualisation a posteriori. N'hésitez pas encore une fois à vous présenter, à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Et je vais vous parler de La France s'engage. Nos missions. Donc nos missions, elles sont les mêmes depuis la création de La France s'engage il y a un peu plus de 10 ans. C'est de promouvoir l'engagement de la société civile et des initiatives utiles au plus grand nombre. Pour ça, on a une manière de faire, c'est de détecter les projets d'innovation sociale. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce qu'on entend par innovation sociale, de les sélectionner chaque année et de les accompagner après pendant 3 ans pour se développer sur de nouveaux territoires et pour accélérer leur potentiel de changement d'échelle. On a un rôle aussi global pour valoriser notre communauté de lauréats et l'innovation sociale de manière générale. J'ai un problème de partage, je repartage tout de suite la présentation. Du coup, pour faire tout ça, comment on fait? Eh bien, on a un concours chaque année, figurez-vous. C'est un appel à projet dont Grace vous parlera un petit peu plus particulièrement, qui nous permet d'attribuer un label à une promotion de lauréat, donc ce sera la promotion 2026 l'an prochain, qui certifie de l'innovation sociale et de l'impact du projet. Ce label permet généralement aux lauréats de lever d'autres financements, de faire reconnaître en gros leur projet. L'autre chose qu'on apporte, qui n'est pas négligeable, c'est une dotation financière qui peut aller jusqu'à 300 000 € sur 3 ans et qui est non fléchée. C'est-à-dire qu'il peut servir tout type de dépenses qui servent le développement et le changement d'échelle du projet. Ensuite, un accompagnement à la fois collectif et personnalisé qui permet d'assurer le changement d'échelle des projets. Et cet accompagnement, vous avez le petit schéma présenté ici, démarre tout de suite par un diagnostic stratégique, dès la labellisation, et ensuite, il est constitué à la fois de formation collective et d'accompagnement sur mesure, de conseils, d'expertise sur tout un tas de sujets qui vont de l'expertise juridique au financement, à la levée de fonds, à la mesure d'impact social, au plaidoyer maintenant, qui permettent le changement d'échelle du projet. On est vraiment tourné là-dessus. Et enfin, on termine par un bilan de l'accompagnement pour faire le point sur ce que la France Engage a pu apporter aux structures et ce qui aurait pu être mieux, puisqu'on est toujours dans une logique d'amélioration continue pour les promotions qui s'enchaînent. Je vous donne quelques exemples de lauréats de la France Engage, des promotions qui ont été sélectionnées il y a un peu plus de 3 ans et qui du coup ont terminé leur accompagnement.
Donc, par exemple, il y a INSEED, qui est une association qui accompagne les porteurs de projets en zone rurale et qui a lancé un concept, une innovation, qui est celle du volontariat rural, une sorte d'Erasmus rural, pour faire vivre des projets très locaux dans des territoires afin de, voilà, de servir la revitalisation de ces petits villages ruraux. Il y a également Nature Right, qui est un projet qui est installé en Guyane et qui vise à la fois la valorisation des savoir-faire ancestraux, de la protection de l'environnement dans la forêt guyanaise, et qui permet du coup à la fois à des jeunes et à des porteurs de projets de travailler sur la préservation de leur environnement, mais aussi la mise en valeur et la fierté autour de ces racines-là. La Banlieue Santé, qui est un lauréat du coup, financé depuis 2022, une association qui est à la base lutte contre les inégalités de santé et qui a développé un projet qui s'appelle le Café des femmes, qui sont des lieux et à la fois aussi un concept qui permettent d'émanciper et de mettre en capacité, je ne sais pas si le terme est très correct, mais en tout cas, je crois que c'est leur terme qu'ils utilisent et on voit bien l'idée, d'encapaciter les femmes à la fois sur les questions de santé et d'insertion professionnelle. Donc c'est un projet de pair à pair, on a pas mal de projets comme ça. Et autre exemple, c'est HUP Entrepreneur, qui est une association qui permet de promouvoir et de valoriser l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap, afin qu'elles puissent, comme les autres, entreprendre avec les mêmes possibilités et les mêmes chances de réussite. Donc, ces exemples-là, c'est pas du tout pour vous donner une guideline de quel projet il faut développer pour candidater, mais c'est pour vous montrer que tous les projets qu'on accompagne sont des projets qui essayent de répondre d'une nouvelle manière aux enjeux sociaux, qui se situent du coup dans les interstices des politiques publiques, mais aussi des réponses mises en œuvre par le marché aux problématiques sociales. Et ce sont du coup des projets qui ont tous pour ambition de changer d'échelle, de se développer dans une logique de solidarité territoriale, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés que les actions qu'ils mettent en œuvre transforment la vie des gens et que d'autres personnes sur d'autres territoires devraient pouvoir en bénéficier, évidemment moyennant adaptation à chaque fois. Voilà pour la présentation rapide de la France s'engage. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. Valérie y répond pour les questions rapides et moi je reviendrai pour les questions qui nécessitent plus de temps en fin de présentation sur toutes vos demandes. Grâce à toi. Merci Tristan. Donc voilà, on va commencer par présenter les critères de l'éligibilité des projets. Vous avez à votre gauche en bleu, notamment les critères d'éligibilité des structures. Donc le tout premier, il s'agit du statut juridique. Les projets qui doivent, enfin, les structures en tout cas qui peuvent candidater, ils doivent être des associations, des fonds de dotation, des fondations ou des entreprises sociales. Enfin, là c'est écrit société commerciale, mais agréées ESUS. Donc l'ESUS, c'est une accréditation, c'est un agrément qui donne une autorisation, la possibilité en tout cas d'être accepté ou d'être reconnu comme une structure qui a un impact social ou qui agit sur l'intérêt général. Le deuxième critère, c'est le siège social. Les structures doivent d'avoir un siège social en France. Ça, c'est le deuxième critère. Et puis, il y a le budget. Votre budget annuel doit être supérieur ou égal à 80 000 euros. Et pour les entreprises sociales et sociétés commerciales, cela concerne les produits d'exploitation ou votre chiffre d'affaires du dernier exercice comptable. Et le dernier critère d'éligibilité des structures, c'est l'ancienneté. Donc, toutes les structures qui peuvent candidater doivent avoir minimum 3 ans d'existence. Ça, c'est en ce qui concerne les structures. Et à votre droite, donc en rouge, vous avez là les critères d'éligibilité des projets. Donc, ça veut dire que les projets qui peuvent candidater, en tout cas, doivent avoir un intérêt général, doivent avoir un impact social et doivent avoir une dynamique d'innovation sociale et ou environnementale. Et surtout, d'avoir l'ambition de changement d'échelle, comme le président le disait tout à l'heure, c'est pouvoir s'élargir sur d'autres territoires et dès 2027, en tout cas pour cette promotion 2026. Voilà les critères d'éligibilité des structures et des projets. Et donc, la question, comment sont sélectionnés les projets?
Comme vous pouvez le voir, les projets sont sélectionnés sous 3 critères. Le tout premier, c'est l'innovation sociale et ou environnementale. Il s'agit là de la nouvelle manière, en tout cas, de la nouvelle façon dont vous répondez à une problématique sociale ou environnementale que vous avez identifiée. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de l'innovation sociale et ou environnementale. Le deuxième critère, c'est l'impact social démontré. L'impact social, c'est, on va dire, les changements concrets et réels que votre projet apporte à vos bénéficiaires, les changements qui n'auraient pas pu se faire si vous n'aviez pas proposé une solution ou si vous n'avez pas proposé de créer votre projet. Ça, c'est ce qui concerne, l'impact social démontré. Et démontré, ça veut dire qu'ils doivent être prouvés, que vous avez la possibilité de le prouver par une mesure d'impact ou d'autres actions que vous mettez en place en interne. Le troisième critère de sélection, c'est le potentiel de changement d'échelle. Et c'est un critère important parce que là, ce que nous souhaitons voir, en tout cas vérifier ou connaître, c'est l'ensemble des stratégies que vous envisagez mettre en place, que vous avez déjà peut-être commencé pour pouvoir élargir votre champ d'action, développer votre action ou augmenter le nombre de bénéficiaires sur d'autres territoires, sur au moins une autre région que la région dans laquelle vous êtes principalement inscrit. Donc, ça peut être une autre région que la région siège. Ça, c'est les 3 critères. Et peut-être préciser que ce sont des critères qui sont notés de 1 à 5 et que c'est l'ensemble de ces notes qui constitue votre note finale. Et c'est sur la base de cette note-là que que le projet soit sélectionné ou pas. Mais on pourra y revenir, justement, vous pourrez poser des questions dans le chat. Ensuite, vous avez là le concours, le calendrier du concours 2026, qui commence en janvier, le 6 janvier 2026, donc jusqu'au 29, jusqu'à la fin du mois, à partir de 12 h jusqu'à 18 h, l'heure, on y tient. Et à partir de 10 mars jusqu'au 2 avril, c'est la seconde partie, la première partie en tout cas, de sélection de jury qui se passe dans différents sites, dans différentes régions, dans différents territoires de France. Et à l'issue donc de ce premier jury, il y a une première sélection d'environ 40 dossiers. C'est le bootcamp. C'est de 4 au 6 mai. Et ce bootcamp-là se termine généralement par un jury final qui est le 7 mai. Et lors de ce jury final, les projets, les structures sélectionnées vont passer un pitch et seront à nouveau notées. Et à l'issue de ce jury final, les lauréats. Donc, après le conseil d'administration, c'est l'annonce des lauréats 2026, la promotion 2026, début juillet. Voilà, je vais juste revenir un petit peu sur tout ce processus-là qui est effectivement un petit peu un parcours du combattant, en tout cas qui peut en donner l'impression. Donc la première phase, c'est un appel à candidature en ligne où vous allez déposer votre dossier, vous allez répondre à un tas de questions. Ça prend du temps en général, mais c'est pour ça qu'on s'y prend à l'avance via ce webinaire et vous allez le voir après, on vous a mis aussi des supports pour vous aider à vous préparer à rédiger. Vous aurez également, si vous souhaitez candidater, si vous commencez à déposer un dossier, accès à un webinaire de questions-réponses plus orienté technique, précis, pour vous accompagner dans la réponse aux questions et au dépôt de votre dossier, qui sera le 20 janvier. Donc webinaire plus technique. Ensuite, notre particularité à la France s'engage, c'est que ce ne sont pas nous, équipe de la Fondation, qui allons évaluer votre projet. On organise des jurys de sélection, des jurys collectifs, et ça participe de ce que je vous ai dit au début, de notre objectif de promouvoir l'innovation sociale. L'idée de ces jurys, c'est de mettre à contribution les salariés de nos entreprises mécènes, nos anciens lauréats et des partenaires qu'on peut avoir dans les différentes régions de France pour venir évaluer vos projets. Et on a vraiment, dans ce cadre-là, une démarche un petit peu collective, démocratique, pour essayer de mobiliser un maximum de personnes
qui ne sont pas expertes, qui ne sont voire pas connaisseurs ou connaisseuses de l'innovation sociale ou de l'économie sociale et solidaire ou du monde associatif ou du champ social en général, pour les sensibiliser à ces questions-là et leur demander de choisir quelles seront pour elles les meilleures innovations qui devront être développées, qui pourront changer d'échelle grâce à la France s'engage. Donc ça, c'est un moment très important pour nous. C'est là-dessus que travaille notamment Christine qui s'est présentée au début du webinaire. Et c'est cette phase de jury, donc du coup, nous, on va imprimer vos dossiers de candidature et voilà, très concrètement, les faire évaluer par ces personnes-là pendant tout un mois. Chaque dossier va être évalué dans 2 jurys différents pour essayer de gommer les effets de bord des jurys. Et c'est ce qui permet d'avoir cette première sélection, de passer en gros de 400-450 dossiers qu'on reçoit ces dernières années lors de la phase d'appel à candidature à 40 dossiers. On sélectionne à peu près 10% pour la phase finale, le bootcamp dont vous a parlé Grace, puis le jury final. L'idée de ce bootcamp, de ces 3 jours d'atelier dédiés au changement d'échelle de l'innovation sociale, du coup, c'est de donner à ces finalistes, qu'on considère tous évidemment comme des projets extraordinaires, un aperçu, un avant-goût du programme d'accompagnement que peut proposer la France s'engage. L'idée, c'est que les personnes qui seront du coup pas toutes lauréates, puisque comme vous le savez, il y a entre 10 et 15 lauréats chaque année, ça fait une grosse sélection, une grosse sélectivité du concours, on le sait, mais c'est que au moins les 10% qui vont avoir les meilleures notes sur ces 3 critères que vous a présentés Grace, vont pouvoir bénéficier de cet avant-goût du programme de la France s'engage, également de retour d'expérience de nos lauréats sur leur changement d'échelle, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, avec quel type de partenaires, quel type de modèle économique ils ont su développer, quel type de structuration juridique ils ont dû mettre en place. Ensuite, il y aura également tout un procédé de mise en relation avec à la fois nos partenaires de l'accompagnement, mais également nos partenaires financiers et d'autres financeurs de notre communauté pour permettre de nouer des liens, d'apprendre à connaître aussi d'autres financeurs privés que la France s'engage qui pourraient être intéressés par le développement ou par le financement du projet. Voilà quelques mots pour préciser sur le processus de sélection. Grace, je te cède à nouveau la parole sur les ressources mises à disposition. Oui, comme disait tout à l'heure, les ressources qu'on a mises à disposition, vous pouvez les retrouver sur notre site. Donc, vous y trouverez par exemple le guide des candidats, dans lequel vous avez un peu plus d'informations détaillées sur le parcours un peu du combattant, comme disait Tristan. Vous avez les données, par exemple, du concours précédent. Vous avez les conseils des anciens candidats et lauréats, par exemple. Et vous y trouverez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Vous avez aussi le règlement important, le règlement 2026, dans lequel vous trouverez davantage des informations sur l'éligibilité, sur les critères de sélection, sur la possibilité de candidater en coalition, par exemple, et sur toutes les questions d'éligibilité, vous les trouverez là-dedans. Vous avez aussi le calendrier. On a essayé de vous présenter une petite partie, et là-bas, vous avez vraiment le détail de l'appel à candidature jusqu'à l'annonce des lauréats. Et là, vous avez là un exemplaire, en tout cas, du formulaire de questions, du questionnaire, que vous allez pouvoir y répondre lors de l'appel à candidature. Ces questions sont susceptibles d'être changées, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez retrouver les sections que vous avez là, par exemple, innovation sociale et environnementale, impact social démontré, potentiel de changement d'échelle, ça ne changera pas. Même les questions, voilà, la formulation pourrait éventuellement évoluer à la marge, c'est ce que Grace voulait dire, mais voilà. L'idée, c'est que ce sont les questions qui sont présentées dans le guide des candidats, dont Grace a parlé, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et là, on vous a fait une capture d'écran du guide des candidats pour vous montrer le questionnaire dès à présent, parce qu'on sait que c'est un questionnaire assez lourd et qui prend du temps, et pour que vous puissiez vous y préparer, éventuellement y réfléchir collectivement, voire impliquer votre gouvernance, parce que certaines questions liées au changement d'échelle impliquent parfois des choix stratégiques qui nécessitent l'aval de la gouvernance, pour préparer au mieux votre projet. Et parce que, comme on le dit également dans l'édito du guide des candidats, on envisage le concours dans toute la polysémie du mot. Donc, c'est un concours, c'est effectivement une épreuve sélective, mais c'est également une aide, un soutien qu'on peut apporter. Et nous, on essaye
tout cas, on essaie de s'en donner les moyens, d'être au plus proche de vous dans cette étape pour vous accompagner via ce guide, via ces webinaires, via la réponse aux questions aussi qu'on peut trouver sur notre boîte email que vous aurez en fin de webinaire. Quelques conseils pour rédiger le dossier, notamment en lien avec le processus de sélection. Soyez évidemment concret, complet, compréhensible, n'utilisez pas d'acronyme. C'est vraiment lié avec le fait que ce ne sont pas des experts de vos sujets qui vont vous évaluer, mais des personnes de tout horizon possible qui correspondent à la sociologie de nos jurys. Il y a à la fois des partenaires, on essaye de mobiliser des étudiants aussi pour rajeunir nos jurys. Donc, c'est des gens qui ne connaissent pas vos sujets, vos environnements, vos écosystèmes. Donc, il faut vraiment être le plus pédagogique possible, utiliser des exemples. Et voilà, le dossier de candidature est limité en nombre de sigles. Donc, n'essayez pas de vouloir tout dire, parce que généralement, ça ne sert pas votre projet et ça a plutôt tendance à vous desservir. L'enjeu de cohérence et de compréhension de votre dossier est vraiment important. Rédigez-le en équipe, c'est toujours plus utile et en tout cas de le faire relire par une personne qui connaît votre projet bien sûr, mais aussi idéalement par une personne qui ne connaît pas votre projet et qui pourra vous faire un retour sur ce qu'elle en a retenu, ce qu'elle en a compris. Et souvent, vous verrez qu'on a des surprises parce qu'on a l'impression de vouloir faire passer des messages, d'insister sur certaines choses. Et en fait, une personne qui ne connaît pas du tout votre projet va s'arrêter ou va tiquer ou va retenir des éléments qui ne sont pas du tout ce que vous aviez prévu de mettre en avant. C'est intéressant d'avoir un retour évidemment collectif de personnes de votre organisation, mais aussi de personnes extérieures à votre organisation, si vous le pouvez. Ne vous auto-censurez pas, être lauréat de la France s'engage, c'est effectivement tout à fait possible. On a près de la moitié des lauréats qui postulent pour la première fois et d'autres qui postulent plusieurs fois d'affilée. On a même des lauréats qui ont réalisé des super changements d'échelle qui avaient postulé 7 ou 8 fois avant d'être lauréat. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément postuler 7 ou 8 fois, mais c'est juste pour dire qu'il voilà, n'y a pas de limite de candidature. En revanche, lorsqu'on est lauréat, on ne l'est qu'une fois. Donc voilà, là, on le dit aux lauréats en début de parcours, profitez à fond, prenez tout ce que vous pouvez prendre pendant ces 3 ans de la France s'engage en termes de conseils, d'accompagnement, de mise en réseau, parce qu'on ne l'est qu'une seule fois. On vous conseille également, ça d'un point de vue technique, d'éventuellement rédiger votre dossier dans un Word, prenant voilà, un petit peu à l'avance pour pouvoir y répondre sur la plateforme, tout en, voilà, si jamais il y a un bug technique ou quoi, normalement ça n'arrive pas, dès que vous ayez vos réponses, que vous n'ayez pas perdu vos réponses en cas de problème. Et faites attention à la limite du nombre de signes, pour des raisons à la fois de pragmatisme, mais aussi d'équité, pour que tout le monde ait les mêmes chances. On a les questions qui sont limitées en nombre de signes pour voilà, dans un souci d'équité. Les prochaines étapes, donc Grace l'a dit, candidature, appel à projet et ouverture de l'appel à candidature du coup le 6 janvier jusqu'au 29 janvier. Les jurys de sélection commencent en mars et donc on donnera les premiers résultats lors de la première semaine d'avril pour savoir qui sont les projets qui seront finalistes et qui sont les projets du coup qui ne seront pas finalistes. Vous recevrez un retour du coup sur vos notes sur chacun des 3 critères et également un commentaire collectif et commun des personnes qui ont évalué votre dossier. On organise la semaine prochaine un webinaire similaire à celui-ci, mais dédié aux structures qui sont basées en Outre-mer. Et vous avez le webinaire technique dont je vous ai parlé, qui sera le 20 janvier. Et là, le lien d'inscription le lien d'inscription sera accessible seulement au moment de l'ouverture de l'appel à projet pour les structures qui décident de candidater. Je voulais revenir aussi sur 2 éléments sur lesquels il me paraît important d'insister. Sur le volet innovation sociale, on essaye vraiment de collecter, de labelliser et d'identifier des projets qui agissent en complémentarité avec les initiatives qui sont déjà menées, soit par le public, soit par le privé. C'est quelque chose que je voulais vous dire. Et sur le potentiel de changement d'échelle,
Ça fait tout le temps partie des questions. Valérie a peut-être déjà répondu, j'ai pas encore regardé toutes les questions qui ont été répondues, mais le potentiel de changement d'échelle, on pense à toucher de nouveaux bénéficiaires sur de nouvelles régions. Il y a plusieurs manières d'essaimer son projet. Ça ne veut pas forcément dire d'ouvrir une nouvelle antenne dans une nouvelle région, mais c'est de trouver un moyen, ça peut être aussi par la coopération avec d'autres acteurs ou par la fertilisation de votre projet, de trouver un moyen de toucher beaucoup plus de bénéficiaires sur de nouvelles régions. Voilà, donc si j'ai l'impression que vous n'avez pas attendu ce moment, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et je vais maintenant commencer par répondre à toutes les questions. Tac, 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 je scrolle un petit peu. Bonjour, est-ce qu'il faut que le projet ait déjà été expérimenté pour une première année pour pouvoir prétendre au concours de la France s'engage? En d'autres termes, il faut que le projet soit déjà expérimenté et soit à la phase d'essaimage. Oui, tout à fait. Les projets doivent être expérimentés et avoir déjà fait la preuve de leur impact pour pouvoir être accompagnés. Il y a des bonjours. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas de son, je pense que c'est lié avec une histoire de compatibilité, pardon, avec le navigateur. Je descends. Faut-il créer un nombre d'emplois minimum? Non. Mais comme Grace l'a indiqué, il faut avoir au minimum 80 000 € de budget. Donc, généralement, quand vous avez 80 000 € de budget, c'est que vous avez au moins un employé. J'essaie de retrouver parce que mon scrolling me joue des tours. Les projets portés par plusieurs organisations sont-ils privilégiés? Non, ils ne sont pas privilégiés. Ils sont éligibles au même titre. Tiens, merci. Pour le budget de 2024, pouvez-vous développer ce critère, s'il vous plaît? En fait, oui, on demande pour vérifier le budget que le seuil de 80 000 € soit atteint. Et on demande cela pour le dernier exercice certifié. Donc, généralement, c'est le budget 2024, parce que votre budget 2025, en janvier, ne sera pas encore approuvé ou certifié. Est-ce que la dotation de la part de la France s'engage doit être conséquente au regard du budget annuel de la structure soutenue? Ça, c'est une très bonne question, ce qui me permet de développer quelque chose que je voulais développer et que je n'ai pas fait, c'est que pour la première phase de sélection, les 3 premiers critères, on ne demande pas, on ne regarde pas spécialement la part de la dotation dans le projet. En revanche, au moment du jury final, et ça c'est bien expliqué dans le guide des candidats, vous verrez, il y a un 4e critère qui est introduit, c'est le critère d'effet de levier de la fondation. Et là, on va regarder à quel point la structure, le projet, pour pouvoir se développer et atteindre ses objectifs de changement d'échelle, a besoin de la France s'engage, à la fois de la dotation financière et de l'accompagnement. Ce qui est une manière un petit peu détournée de privilégier les projets qui ne sont peut-être pas complètement aboutis, complètement finalisés, complètement structurés et qui appartiennent à des grandes structures et qui ont beaucoup de moyens, et de privilégier les plus petits projets locaux, voilà, pour qui la dotation et l'accompagnement sont importants dans le projet de développement. On n'a pas de limite. On accompagne aussi des lauréats pour qui la dotation compte que pour quelques pourcents du budget. Donc, il n'y a pas de seuil ni de plafond, mais c'est l'esprit de ce 4e critère-là. Donc, la dotation, elle doit être conséquente, elle peut être conséquente, ce n'est pas une obligation. En revanche, on ne peut pas être les seuls financeurs du projet. Comment les projets outre-mer sont éligibles et comment participer au bootcamp? Alors, les projets ultramarins sont éligibles autant que les autres. Il y a un webinaire, comme je disais, dédié jeudi prochain. Il y a également un formulaire d'inscription sur notre site internet. N'hésitez pas à vous y inscrire si vous le souhaitez. Et ils participent au bootcamp. Nous prenons en charge le déplacement pour les structures qui ne sont pas situées en Île-de-France pour participer au bootcamp. Un EHPAD privé associatif est-il éligible? Alors, toutes les structures de l'économie sociale et solidaire qui sont éligibles au mécénat sont éligibles.
Nous sommes en phase de création, donc pas éligible. Ouais, il faut avoir 3 ans d'existence en juin 2026 pour pouvoir être éligible. Concernant les bénéficiaires, doivent-ils forcément être des personnes où l'impact social sur le territoire ou sur les organisations peut-il être pris en considération? Alors, en général, quand on parle d'impact social, on considère le changement, l'amélioration des conditions de vie des personnes. Donc, nous, en tout cas, c'est ça qu'on regarde. Et après, ça peut être plus ou moins direct et passer par une amélioration des organisations. Néanmoins, comme Grace l'a expliqué sur le critère d'impact social, et qui est un petit peu plus développé dans le guide des candidats, on est vraiment sur les changements apportés au niveau de l'amélioration des conditions de vie des personnes. Notre association est basée en Guadeloupe. L'essaimage sur une autre région représente un énorme challenge. Oui, alors c'est un bon point que je comptais développer particulièrement sur le webinaire dédié aux Outre-mer. Mais pour les structures ultramarines, l'essaimage dans une autre région n'est pas un critère obligatoire. C'est recommandé, c'est-à-dire qu'à projet égal, quelqu'un qui ambitionne ou qui a déjà commencé à prévoir son essaimage dans une autre région sera privilégié, sera mieux noté sur ce volet d'essaimage, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui compte, c'est de toucher pour les territoires ultramarins, pour qui la distance, l'isolement, le caractère insulaire parfois peut être effectivement un défi. Pour ces structures-là, l'essaimage peut se faire dans une autre région du territoire, mais pas forcément dans une autre région au sens administratif. Ça a à nouveau descendu. Un projet de coopérative jeunesse de service est-il éligible à cet appel à projet? Je ne connais pas exactement ce statut juridique, mais si c'est une forme coopérative et que vous avez l'agrément ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale, vous êtes éligible à l'appel à projet. Ah, en revanche, si vous avez déjà été lauréat, effectivement, comme je l'ai dit, vous pouvez être lauréat qu'une seule fois. Et vous ne pouvez également pas être éligible au concours si vous avez une relation partenariale en cours avec la Fondation, ou si vous avez déjà été lauréat, mais là, je me répète. Concernant le critère de potentiel de changement d'échelle, est-ce qu'une augmentation du nombre de bénéficiaires est suffisante pour candidater ou s'implanter dans une nouvelle région? Oui, il faut toucher de nouveaux bénéficiaires sur une nouvelle région. Est-ce que pour le jury, il s'agit également de présentiel? Non. Pour le jury, pour la première phase de jury, ce sont vos dossiers vos dossiers de candidature qui sont évalués. En revanche, pour le bootcamp et pour le jury final, oui, c'est une semaine obligatoire. Enfin, une semaine, c'est 3 jours obligatoires en présentiel, du 4 au 7 mai, du coup, en incluant le jury. Aura-t-on accès à la présentation après le webinaire? Oui. Quelle est la part maximum du budget du projet que le financement peut représenter? J'ai déjà répondu à la question. Quels sont les critères d'ancienneté de la structure ou de l'association pour être éligible? 3 ans. Nous avons une réunion stratégique la semaine prochaine avec la gouvernance sur le changement d'échelle pour l'association Princesse, car nous sommes confrontés en ce moment sur la question, et donc, pour échanger avec les collectifs, est-il possible d'avoir le doc des questions pour candidater? Oui, le guide des candidats est déjà accessible, vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Toutes les dépenses sont-elles éligibles? Dépenses de personnel, par exemple ETP en charge d'essaimage? Oui, tout à fait. La plupart de nos lauréats, d'ailleurs, recrutent sur ce poste-là en se servant de la dotation. Définition de la notion de région, ce sont les régions au sens tout ce qui est de plus officiel et administratif du terme. Île-de-France, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. C'est pas exhaustif, évidemment. Je souhaite m'inscrire sur le webinaire destiné aux Outre-mer, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour ces informations. Est-ce qu'il faut que le projet ait déjà été expérimenté une première année pour pouvoir prétendre au concours? Oui. Je crois que j'avais déjà répondu. Est-ce que les projets numériques sont éligibles? Oui, ils sont éligibles. Alors, on ne parle pas de changement d'échelle sur un territoire. Non, on parle de changement d'échelle lié à un essaimage territorial sur d'autres territoires. Si une structure change de statut sur les 3 années d'accompagnement, une association qui se transforme en SIC est-elle toujours éligible? Oui, ça arrive. C'est notamment l'objet de certains de nos accompagnements juridiques qui accompagnent et qui prennent en charge ce type de changement.
Y a-t-il un CA obligatoire avant de candidater? Non, ça vous regarde. Nous aurons 3 ans le 6 juin 2026. Est-ce inutile de postuler? Nous avons fixé au 1er juin 2026. T'as déjà répondu? J'avais répondu oui tout juste, mais je me suis Ouais. trompée. Non, c'est le 1er juin qu'on a mis dans le règlement intérieur et Ouais. c'est statutaire. Donc on ne peut pas déroger malheureusement. On a eu le même cas l'an dernier. Ça sera pour 2027. L'avantage, c'est qu'on fait le concours chaque année. En phase d'essaimage, ce n'est pas une étude du potentiel de scalabilité. Si, c'est une étude du potentiel de scalabilité. Néanmoins, votre essaimage, ce n'est pas obligatoire, peut avoir démarré. Et on regarde effectivement le potentiel de changement d'échelle, mais souvent par rapport à ce que vous avez déjà pu mettre en place, notamment en termes de prise de température des territoires, de définition d'une stratégie, de quelques contacts, etc. Si vous êtes uniquement, je ne dis pas du tout que c'est votre cas, au doigt mouillé sur oui, on va aller ici, ici et là, sans justification, etc., c'est un peu léger pour ce critère. Est-ce nécessaire d'avoir des usagers bénéficiaires directs ou OK pour structuration d'un réseau au service des usagers? Donc, usagers, ce sont des bénéficiaires indirects. On a des fédérations qui ont candidaté. Donc, voilà. Après, il faut que la notion d'indirect ne soit pas trop indirecte non plus. Et là, on en revient au critère d'impact social, à quel point le projet qu'on va accompagner va vraiment servir l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Ça peut être effectivement relativement indirect, mais il faut quand même que ça soit bien relié. Sinon, vous allez être très mal noté sur ce critère et vous ne pourrez pas être sélectionné. 80 000 euros de budget, pas de chiffre d'affaires ou de résultat. Alors, ce sont soit les produits d'exploitation, pour les associations notamment, soit le chiffre d'affaires pour les structures commerciales. Il faudra donc fournir les bilans comptables 2022, 2023, 2024 ou 2023, 2024, 2025. Vous fournissez le dernier bilan comptable certifié ou approuvé, donc généralement c'est le 2024. Je ne suis pas sûr d'avoir compris un élément. Est-ce que les 40 finalistes de la première phase de sélection bénéficient d'un accompagnement? Non, ils bénéficient de 3 jours qui donnent un aperçu de notre accompagnement. Ils ne bénéficient pas du programme d'accompagnement. Mais ils rencontrent tous nos partenaires de l'accompagnement, nos partenaires financiers, etc. C'est pour ça que j'ai parlé d'avant-goût, mais c'était peut-être un peu exagéré. Est-ce que le cahier des charges disponible en ligne correspond aux questions sur la plateforme du 6 janvier? Oui, exactement, c'est l'objectif. Les projets à portée nationale sont-ils éligibles? Tout à fait. Bonjour, où et comment se déroule la journée du 7 mai? C'est bien, vous vous y prenez tôt. La journée du 7 mai se déroule dans nos locaux à Paris et elle commence par, en l'occurrence, pour vous, ça dure 15 minutes. Vous avez 5 minutes de pitch et 10 minutes d'échange avec le jury. Et puis après, c'est terminé. Et ce qui vous permet, sur toute la matinée, d'enchaîner les passages des 40 et quelques finalistes. Quels sont les paramètres faisant varier le montant de la dotation? Est-elle versée de manière annuelle et pour le concours 2026, à partir de quelle date? Janvier 2027. Les paramètres faisant varier le montant de la dotation, ça va être à quel point la dotation financière va être déterminante d'après le conseil d'administration ou les éléments qu'ils auront à leur disposition pour votre changement d'échelle et dans une logique aussi d'équilibre entre régions, entre thématiques, etc. Rares sont les candidats qui obtiennent toute la dotation financière qu'ils demandent. Néanmoins, il n'y a pas plus de chances d'être reçu, d'être lauréat, d'avoir des bonnes notes si vous demandez moins de dotation financière. Essayez de demander une dotation financière, parce qu'on vous pose la question de combien vous demandez, dans la limite de ce que nous on peut offrir, à savoir 300 000 euros sur 3 ans. Essayez de faire une demande qui correspond à vos ambitions d'essaimage et qui a une logique par rapport au budget du projet prévisionnel qu'on vous demande, en sachant bien sûr que c'est un budget prévisionnel et qui ne sera pas forcément respecté. Et à partir de quelle date? Janvier 2027? Oui, début 2027. Bonjour, notre territoire est limité institutionnellement, mais il y demeure des zones non couvertes. Est-ce que là peut être considéré comme un changement d'échelle? Sûrement, mais pas au sens de notre concours. Nous, on est vraiment sur un essaimage régional au sens d'une autre région administrative, sauf pour les Outre-mer, comme j'ai pu le dire, où ce n'est pas obligatoire, même si c'est vivement conseillé. Bonjour, nous sommes une SIC. Faut-il l'agrément ESUS? Oui. Même si vous êtes statutairement de l'ESS, effectivement, il faut l'agrément ESUS. Pour nous, c'est obligatoire pour pouvoir être dans les clous de Bercy, pour pouvoir vous financer.
Peut-on proposer un projet qui n'a pas encore trouvé son équilibre financier pour un essaimage? Oui, vous le pouvez. Après, nous, on est dans une logique aussi d'accompagner des structures et des projets qui sont pérennes. Donc, ça dépend à quel point vous n'avez pas trouvé votre équilibre financier. Mais ce que je voulais aussi, ce sur quoi je voulais insister, et votre question me le permet, merci, c'est qu'on ne cherche pas forcément le projet parfait. Les projets de la France s'engage sont des projets qui ont besoin d'accompagnement, et ça peut être notamment pour équilibrer son modèle économique. On ne cherche pas forcément les projets parfaits, pardon. Les jurys peuvent-ils accéder au dossier présenté une année précédente? Non, ils n'ont que votre dernier dossier. Si le projet a démarré son essaimage dans plusieurs régions, mais que la mise en place est compliquée au niveau de la structuration, financement, etc., est-ce que ça peut entrer dans les critères? Oui, l'essaimage peut avoir commencé. Qu'entendez-vous par projet déjà expérimenté? C'est que votre projet est déjà mené, vous avez déjà accompagné des bénéficiaires et vous avez déjà collecté des premiers résultats que vous jugez suffisamment positifs pour déployer votre projet. Notre projet est basé sur la ville-préfecture. Le changement d'échelle peut-il concerner un essaimage sur le département en totalité? Non, alors voilà, j'ai déjà répondu, c'est vraiment sur une autre région. Il y a d'une part le critère innovation sociale et ou environnementale et l'impact social et ou environnemental aussi. Est-il intéressant de le mettre en avant? C'est une bonne question, c'est intéressant de le mettre en avant, mais vous serez vraiment jugé sur le volet social de l'impact, c'est-à-dire sur la manière dont vous changez la vie des personnes qui sont en difficulté, en vulnérabilité, etc. On est vraiment sur les personnes, sur le volet social dans ce sens-là. Le projet doit-il se dérouler sur 2026, 2027, 2028? Oui, et 2029 du coup. Pouvons-nous avoir la vidéo? Oui. Bonjour, de quels éléments avez-vous besoin pour évaluer si un projet a fait ses preuves sur une région avant son essaimage? Alors là, vous regarderez, c'est tout le questionnaire sur le volet de l'impact social démontré. Vous avez plusieurs questions. On l'a montré très rapidement dans la slide, mais c'est une capture d'écran du guide des candidats. Vous avez toutes les questions là-dessus dans le guide des candidats. On vous demande notamment comment vous avez identifié les besoins de vos bénéficiaires, quels sont les premiers résultats de votre projet, etc. Nous sommes une start-up ESS, mais pas ESUS. Sommes-nous éligibles? Non, mais vous pouvez demander l'agrément ESUS, et si vous l'obtenez avant le 1er juin, vous êtes éligible. Doit-on avoir effectué une étude d'impact? Non, pas nécessairement. Comme le disait Grace, vous pouvez avoir une démarche d'analyse et de suivi de votre impact en interne. L'essentiel, c'est d'être convaincant sur à la fois vos résultats et à la fois la manière dont vous évaluez vos résultats. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir effectué une étude d'impact ad hoc, externalisée, etc. Dans le calcul du seuil de 80 000 €, peut-on inclure la valorisation du bénévolat? Non. C'est vraiment le document de l'expert comptable pour les structures qui sont soumises à expertise comptable qui compte, ou la validation de la certification de l'AG. Donc on est pour le coup que sur du financier. Un tiers lieu serait-il éligible? Oui, à condition qu'il ait l'agrément ESUS. SAS non ESUS, j'ai déjà répondu. Le changement d'échelle peut-il également concerner un développement envers d'autres pays que la France, territoire ultramarin compris? Alors, le déploiement international peut être pris en compte, peut être intéressant pour vous, pour votre projet, mais il ne sera pas pris en compte dans le cadre du dossier de candidature et de l'évaluation des critères de changement d'échelle. On est vraiment sur une autre région française au sens administratif. Est-ce que les bénéficiaires peuvent être des professionnels? Oui. Est-ce que vous pouvez venir en cofinancement de la Caisse des dépôts? Oui. Est-il nécessaire d'avoir un autre cofinanceur pour bénéficier? J'ai déjà répondu. Oui. Le fait d'avoir bénéficié d'un DLA peut-il écarter notre candidature? Non, absolument pas. Bonjour, je développe un nouveau projet en alimentation durable au sein d'une SIC non ESUS. On est éligible? Non, j'ai déjà répondu. Si le budget des missions sont inférieurs au... Ça m'a fait bugger, excusez-moi. Si le budget des missions sont inférieurs aux frais de fonctionnement du bureau, est-ce que nous entrons dans les critères de sélection? Je ne comprends pas la question. N'hésitez pas à nous écrire à concours@Fondation La France s'engage pour préciser. J'ai entendu 5 critères d'appréciation et 3 critères. Non, il y a 3 critères pour la première phase de candidature et il y a un 4e critère qui est introduit au niveau du jury final pour ceux qui seront sélectionnés sur l'effet levier potentiel de la Fondation.
Une association sans l'agrément ESUS est-elle éligible? Oui. Nous ne pouvons pas être le seul financeur du projet. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une autre subvention? Non, ça peut être un autre type de financement qu'une subvention. Ça peut être de l'autofinancement notamment. Nous sommes une association qui porte une entreprise d'insertion conventionnée dans le domaine de la beauté, du bien-être, mais aussi un beauty truck. Je vais d'aller vite. Doit-on faire une demande pour la structure globale et ou pour notre nouveau projet? C'est comme vous le souhaitez. Effectivement, c'est une bonne question. L'accompagnement, enfin le projet que vous présentez peut être un projet particulier de votre structure ou tout le projet global de votre structure. Une initiative qui a déjà fait ses preuves dans un autre pays peut changer d'échelle par son déploiement sur le territoire du siège. Non, on va être vraiment sur des effets de preuve qui vont être plutôt en France, complètement. Une entreprise qui peut prévoir de diviser son activité avec une asso-fondation peut candidater. Oui. Bonjour, un projet ayant lieu à l'étranger dont le changement d'échelle est prévu à l'étranger est-il éligible s'il est porté par une association française? Non. Notre SMH concerne l'ensemble du département? Non. Comment évaluez-vous le fait d'être trop mature ou trop avancé dans le projet? Si par exemple on a déjà SMé sur 2-3 territoires et qu'on peut déployer à plus grande échelle, est-ce que cela rentre dans vos critères? Oui, tout à fait. Bonjour, je m'appelle Léa. Le changement d'échelle peut-il se faire sur la même région? Non. Il faut toucher de nouveaux bénéficiaires sur une autre région. Quand aura lieu le webinaire? La semaine prochaine, jeudi à 13h30 pour les Outre-mer. Combien de temps doit durer le projet durant l'accompagnement? 3 ans. Est-ce possible de déposer des projets dans les autres partenaires sur d'autres pays européens? Oui. Accueillir plus de bénéficiaires dans la région du siège social, mais des bénéficiaires venant de toute la France, est-ce un changement d'échelle? Oui. Si l'innovation sociale est déjà menée dans d'autres territoires à échelle européenne, le projet est-il encore éligible? Oui, tant que vous visez un changement d'échelle sur d'autres régions en France. Est-ce que le vote du budget de la France peut modifier les budgets disponibles? Non, on est financé par le privé, donc malheureusement, ça n'est pas financé par le public. Bref. Bonjour, le financement peut-il entrer en conflit avec d'autres cofinancements type Fonds social européen? Non, il n'y a pas de conflit pour nous. Bonjour, une association qui n'est pas agréée aux ESUS peut-elle candidater? Oui, j'ai déjà répondu. Vous dites que le projet doit avoir déjà été expérimenté. C'est notre cas. Nous avons fait les études et diagnostics pour passer une phase d'élaboration mise en œuvre en 2026. Est-ce éligible? Ben, si vous avez déjà expérimenté votre projet et que vous avez déjà des résultats probants, pardon, oui. Concernant les projets numériques développés sur le national, le changement d'échelle ne concerne pas un territoire précis. Les actions menées, on n'est donc pas éligible. Si vous êtes éligible, les projets numériques qui ne concernent pas forcément un territoire précis, mais qui vont permettre de toucher d'autres bénéficiaires issus d'autres territoires, d'autres régions, donc oui. Accueillir plus de bénéficiaires dans la région du siège, bah, ça j'ai déjà répondu. Combien de structures seront lauréates cette année, s'il vous plaît? Entre 10 et 15. Les missions se déroulent dans certaines régions. Or, chaque année, les régions qui ne bénéficient pas de nos missions restent les mêmes. Sommes-nous éligibles? Désolé, je ne comprends pas la question. Et ça m'a fait bugger. Pardon, c'est le scrolling qui me remet au début à chaque fois. Combien de structures seront lauréates? Donc, j'ai déjà répondu. Si le projet est porté par une asso et une entreprise de l'ESS et devient une association à part entière cette année pour accompagner le changement d'échelle, reconnaissez-vous l'antériorité de 3 ans? Non, il faut que la structure qui candidate ait l'antériorité de 3 ans. Sinon, juridiquement, on ne peut pas vous accompagner. Bonjour, est-ce qu'un rayonnement sur Internet peut être considéré comme un rayonnement sur l'autre région? Oui, je l'ai déjà dit. Si vous arrivez à justifier que vous touchez d'autres bénéficiaires sur d'autres régions, c'est toujours pareil. Est-ce que la création d'un label peut être considérée comme un changement d'échelle de SMH? C'est vraiment à vous de voir. Il faut toucher des bénéficiaires sur de nouvelles régions. Donc, si vous considérez que c'est suffisamment lié et que vous souhaitez candidater, oui, mais je ne peux pas garantir que ce sera évident pour les jurys qui vous examineront. Non, ça va. Ça va. Hmm.
Faut-il avoir déjà identifié... La France Engage est le principal financeur privé du projet lauréat, pardon. Non, pas forcément. Faut-il avoir déjà identifié une région pour réaliser l'essaimage? Oui, il faut au moins l'avoir identifié, ça c'est sûr. Notre association, en plus du réseau que nous souhaitons essaimer, porte un plaidoyer. La liberté de parole est-elle garantie, notamment en cas de plaidoyer critique des industries extractives, si jamais nous sommes retenus? La liberté de parole est garantie, tout à fait. Peut-on phaser en 2 temps le projet soutenu, changement d'échelle puis essaimage? Oui, mais il faut que l'objectif d'essaimage soit quand même assez proche dès 2027. Si je commence avec un statut d'auto-entrepreneur, puis je passe en SARL, non, il faut que la structure, et on n'accompagne pas les auto-entrepreneurs parce que, à ma connaissance, ils ne peuvent pas être agréés ESUS. Et il faut que la structure ait 3 ans. Est-ce qu'une entreprise d'insertion en SAS est éligible? Si elle est agréée ESUS, oui. Comment récupérer le replay? On vous l'enverra par le lien. On vous enverra le lien. Une société à mission qui répond à tous ces critères, y compris l'essaimage avec 3 bilans qui crée une association d'intérêt général, peut-elle candidater? Non, sauf si elle a l'agrément ESUS. Nous avons déjà obtenu une note supérieure à 4. Quels éléments peuvent jouer dans l'amélioration du dossier? Normalement, vous avez reçu aussi le commentaire du jury. Je vous invite à nous écrire sur l'adresse concours si vous voulez éventuellement plus de précision. Mais on ne pourra pas vous dire beaucoup plus de choses parce qu'encore une fois, ce n'est pas nous qui évaluons votre projet, mais le jury. Et vous avez eu un retour normalement avec votre note. Si le projet est expérimenté en 2026 puis essaimé à partir de 2027, est-ce possible? Non. Il faut que vous l'ayez déjà expérimenté, donc ce sera pour l'année d'après. Le changement d'échelle peut-il être défini comme la possibilité d'accueillir plus de bénéficiaires, donc de bénéficiaires venant d'autres régions, même si l'accueil se fait dans la région du siège? Oui. Nous n'avons de façon de savoir où se trouvent les bénéficiaires de notre projet actuel en ligne disponible à tous. Nous souhaitons développer pour le rendre accessible à de nouveaux publics en adaptant à différents types de publics. Serait-il éligible? Nous, on demande quand même. Normalement, vous pouvez voir aussi sur les projets numériques d'où viennent les connexions. Vous avez souvent ces possibilités-là pour justifier du fait que ça touche de nouvelles personnes sur de nouveaux territoires. C'est souvent, parfois une contrainte technique, mais ça peut être possible. Concernant l'essaimage, peut-on partir d'une ville dans un département? Oui, dans ce cas, il faut toucher une nouvelle ville dans un nouveau département, dans une nouvelle région. Pas dans le même département, ni dans la même région. Un agrément ESUS est-il nécessaire pour une association? Non, enfin, j'ai déjà répondu. Document de présentation, oui, il sera mis en ligne avec le webinaire. Est-ce que la Corse est considérée comme un territoire ultramarin? Non. Est-ce que l'essaimage de territoire peut être un élargissement départemental? Non, il faut que ce soit dans une autre région. Alors, dans le calcul du seuil de 80 000 €, peut-on inclure la valorisation du bénévolat? Non. Vous avez dit que les projets numériques peuvent être éligibles. Du coup, comment garantir l'essaimage du territoire? J'ai déjà répondu. Non, agrément est juste pas nécessaire pour les associations, uniquement pour les sociétés. Alors, nous sommes 44 clubs en France affiliés à une fondation nationale. Si d'autres clubs locaux répondent au concours, est-ce que cela pose problème? Oui. Alors, du coup, il vaut mieux vous coordonner et porter une seule réponse. Si le projet est porté par une asso, une entreprise de l'ESS devient une asso à part entière cette année, ça j'ai déjà répondu. C'est non, il faut que ce soit la même structure. Bonjour, est-ce qu'un rayonnement sur Internet? J'ai déjà répondu. Pour le label, en fait, nous répondons sur notre région à un besoin spécifique que d'autres régions rencontrent aussi. Bah oui, j'imagine, c'est l'objectif de notre concours, enfin du point de vue de solidarité territoriale de notre concours. Si je ne réponds pas de manière précise ou suffisamment précise, n'hésitez pas à nous écrire, on essaiera de préciser. Si on a déjà candidaté l'année dernière et qu'on a une très bonne notation, mais pas suffisante, de nous prendre en compte les remarques du jury, ou cela n'est-il pas utile, puisque le jury de cette année sera différent? C'est à vous de voir si vous jugez que c'est pertinent les remarques du jury, prenez-les en compte, sinon non. Il y a effectivement un aspect humain inhérent à notre processus de sélection. Est-ce que le projet d'SMA peut faire partie du développement du projet, du pourquoi on candidate, pour avoir du souffle pour le faire? Oui. Peut-on proposer un projet déjà existant ayant déjà fait ses preuves sur une autre région? Oui, c'est obligatoire même. Si notre association est déjà présente dans d'autres régions et souhaite maintenant s'étendre à de nouvelles régions, comment sommes-nous éligibles pour ce programme de financement ou d'accompagnement?
Bah, c'est justement le programme. Il s'adresse aux projets déjà mis en place sur un territoire pour les aider à se développer sur de nouvelles régions. En 2023, nous avions postulé, mais nous n'avions pas passé le second tour car le segment d'impact social était restreint, professionnels du secteur culturel. Est-ce que nous pouvons retenter même si nos bénéficiaires sont des professionnels du secteur culturel? Ben, il faut que votre projet ait un impact social, à notre sens, ça veut dire améliorer les conditions de vie des personnes qui sont en situation de difficulté sociale. Si vous considérez que ça l'est, vous pouvez candidater, mais ça ne sera pas garanti que vous serez effectivement retenu sur cette base-là. Sommes-nous éligibles si un membre du consortium est sur le terrain et un autre en appui sur l'essaimage? Oui, tout à fait. Après, nous ne conventionnerons qu'avec une structure. Ce sera à charge à vous de vous coordonner pour vos actions. Est-ce que le projet doit toucher un nombre minimum de personnes? Non, ça dépend de votre cible. Bonjour, est-il possible de connaître la note minimum globale du jury obtenue pour passer à la deuxième étape l'an dernier? De mémoire, c'était 13,3 sur 15, à peu près. C'est assez serré, après, ça joue vraiment à la décimale, ça se joue dans un mouchoir de poche. Bonjour, je vous remercie pour ces informations. Nous ne pourrons candidater qu'en 2028. Eh bien, bonne chance et bonne suite à vous. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Il est 13h57. Nous sommes donc dans les temps. Je vous souhaite une très belle journée. Encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire pour toute demande. Sinon, rendez-vous pour le webinaire Outre-mer la semaine prochaine. Et vous pouvez aussi avoir toutes les informations en lien avec notre concours sur notre site internet, le guide des candidats. On a une FAQ également, le règlement intérieur, etc. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.